Bonjour Eric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Sandrine, je vais très bien, merci. Je reviens vers toi aujourd'hui pour te poser une nouvelle question que beaucoup de gens se posent de nos jours. C'est le soja est-il nocif? Est-ce que tu peux nous parler de ta vision à toi? Alors, le soja est-il nocif? C'est une légumineuse qui est très connue, dont un certain public vante les mérites. Et aujourd'hui, en fait, lorsque un sujet est polémique comme ça, comme le soja, moi, je me sers de deux guides, de deux approches pour essayer de démêler le vrai et le faux. Et d'ailleurs, c'est ce que cette règle, je la préconise et j'encourage tous les élèves de l'école UNED à la pratiquer et le grand public aussi. C'est de faire jouer l'approche scientifique. Qu'est-ce que les scientifiques pensent du soja, par exemple? Et ensuite, de s'intéresser au retour d'expérience, c'est-à-dire l'expérience des gens sur des centaines, milliers ou centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes. Et qu'est-ce que le soja amène de favorable ou de défavorable? Et en fait, cette règle de solliciter la science et de solliciter l'expérience, c'est pour moi deux éléments fondamentaux qui permettent de se faire une idée. Et en droit, on dit que lorsqu'on n'a pas de preuves, on peut travailler sur des commencements de preuves. Et bien, c'est un peu ça que je propose. Ce n'est pas des règles, une règle absolue que je vais proposer, c'est différentes approches scientifiques et le retour d'expérience de différentes personnes. Ce qui est très intéressant avec le soja, c'est que c'est un sujet qui est polémique dans le sens que c'est ou oui ou non, ou noir, ou blanc. On n'a pas de personnes qui disent j'aime bien le produit, c'est ouais, le produit il est super, c'est fantastique, c'est une mine de bienfaits, ou bien un public qui dit non, non, c'est nocif, c'est ceci, c'est cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre, par rapport aux scientifiques, c'est la même chose. On a des scientifiques qui sont pour. Ah oui, nous avons fait des expériences in vitro, in ceci, in cela, et le produit est extraordinaire. Il protège contre le cancer, il protège contre ceci, contre cela, etc. C'est juste la panacée universelle. Et vous avez des scientifiques de même niveau qui ont le même bagage scientifique et qui vous mettent en garde parce qu'ils ils ont fait des expériences et eux, ils disent contrairement, diamétralement, ils ont un avis diamétralement opposé. Alors, j'ai été très, très étonné de voir cette disparité de réaction, que ce soit dans le grand public et que ce soit chez les scientifiques. Alors, eh bien, écoute, euh, comme, euh, comme n'importe qui, j'ai essayé de faire mes propres recherches et que ce soit dans le monde scientifique et dans le monde expérimental. Après, étant donné que je suis naturopathe, hygiéniste, j'ai l'avantage d'avoir des retours de mes propres clients patients. J'ai l'avantage aussi d'étudier le retour de certains de mes confrères, entre guillemets, comme Robert Masson. Et puis, j'ai la chance aussi de côtoyer des scientifiques que je connais pour certains, dont je connais l'intégrité depuis plusieurs décennies. Et évidemment que je suis dans une position un peu privilégiée pour me faire ma petite idée. Moi, au départ, je n'avais aucune idée préconçue sur le soja, ni pour, ni contre. J'y suis allé à tâtons en observant les choses. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça se fait que des scientifiques de même niveau, de même de même niveau scientifique, arrivent à avoir des conclusions diamétralement opposées. C'est-à-dire des scientifiques qui vous disent le soja, c'est fantastique, et d'autres qui disent ah non, non, c'est dangereux. Donc là, il y a première question que je me suis posée, est-ce que les scientifiques qui se positionnent pour ou contre ont des intérêts à avancer leur opinion?
que ce soit pour ou contre. Dans les deux cas, il peut y avoir ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Soit ce sont des scientifiques qui travaillent pour l'industrie agroalimentaire du soja. Et donc, comme ils sont payés, ils ont intérêt à dire que le soja est plein de vertus. Ou bien des scientifiques qui, par exemple, travailleraient pour l'industrie laitière et auraient intérêt, entre guillemets, à descendre le soja pour laisser la part belle aux produits laitiers. Parce qu'en effet, il se passe que les produits laitiers ont été beaucoup critiqués les dernières décennies par rapport à certains problèmes que les produits laitiers pouvaient générer aujourd'hui. Et on ne va pas parler des produits laitiers aujourd'hui. Alors, évidemment, ça a laissé la porte ouverte à un produit de remplacement. Et le soja, ben, lui, il avait tout intérêt à occuper la place. Alors, on dit que l'industrie laitière aurait sapé le soja pour essayer de reprendre des parts du marché. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible quand on sait qu'il y a des millions en jeu. Donc, ce n'est pas impossible que le soja ait ses propres scientifiques pour gagner des parts du marché et que l'industrie laitière aussi, et que chacun s'attaque mutuellement avec des discours pseudo-scientifiques ou scientifiques mis en pâture au grand public. Voilà. En fait, je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce la deuxième question? Alors, qu'il y ait des scientifiques corrompus ou intéressés pour défendre et critiquer les produits laitiers et le soja, ça, je veux bien l'entendre. Maintenant, est-ce qu'il y a des scientifiques intègres qui disent que le soja est un produit vertueux? Et est-ce qu'il y a des scientifiques intègres qui affirment que le soja est un produit potentiellement dangereux? Eh bien, à ma grande surprise, je pense que oui. Ça m'a un peu surpris, mais je pense qu'il y a des scientifiques assez intègres dans l'ensemble qui ont reconnu, peut-être un peu vite, mais en tout cas qui ont reconnu que le soja aurait des vertus. Et, euh, et aussi, il y a des scientifiques honnêtes et intègres qui ont pointé du doigt des effets pervers au soja. Alors, en fait, c'est très compliqué de se positionner parce que s'il y a des scientifiques intègres dans les deux camps, qui croire? Et en fait, c'est là que la nature, que l'expérience vient donner son avis, entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que l'expérience, elle est incontestable. Alors voilà, là où je voudrais quand même signaler quelque chose, c'est qu'il y a certains docteurs en médecine, des médecins généralistes ou des nutritionnistes qui disent que, et je pense qu'ils sont honnêtes, que dans leur expérience, ils n'ont jamais eu de retour par rapport au fait que le soja aurait des conséquences délétères sur leurs clients patients. Et en fait, est-ce que ces scientifiques ou ces médecins sont tous des menteurs? Eh bien, je ne pense pas. Et je pense que certains ont vraiment pensé et ont affirmé en toute conscience que le soja n'avait, d'après leurs expériences, aucun effet délétère. Mais assez médecins, assez scientifiques, assez nutritionnistes qui affirment que le soja n'entraîne aucun problème chez leurs patients. J'aimerais leur suggérer une question. C'est que pour savoir si un produit est délétère et provoque des troubles de santé, il faudrait commencer à interroger leurs patients pour voir s'il y a un lien entre certains de leurs symptômes et, et la consommation de soja. Parce que si on ne s'intéresse pas, si on considère que le soja ne peut pas, et en tout cas n'est pas à l'origine de troubles de santé, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque un client patient arrive
et se plaint, par exemple, pour certains enfants, ils ont des enfants de 4 ans qui avaient des seins comme des adolescentes. Des jeunes filles de 4, 5 ans avaient des seins comme des adolescentes de 16 ou 17 ans. Si le médecin ou si le nutritionniste ne pose pas la question aux parents ou à l'enfant, est-ce que vous consommez des produits au soja? Eh bien, jamais il ne pourra faire le lien, puisque déjà, il faut qu'il en soit conscient, qu'il y a un lien possible, et qu'il pose la question. S'il n'en a pas conscience et qu'il ne pose pas la question, eh bien, en effet, il peut se retrouver avec des dizaines, voire des centaines de patients atteints de symptômes liés au soja, mais lui n'en fera jamais le lien parce qu'il ne pose pas la question. Et dans sa conscience, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas en tout cas, c'est pas que ce n'est pas possible, c'est que peut-être dans sa formation, jamais on lui a suggéré l'idée. Et c'est ça, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des scientifiques et des médecins qui sont honnêtes et intègres et qui, malgré tout, ont validé la consommation du soja en affirmant qu'il n'y avait aucun trouble de santé lié à la consommation de soja, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais peut-être posé les bonnes questions. Évidemment, si on ne fait pas le lien entre un symptôme et la consommation d'un produit, on peut continuer pendant des décennies à parer ce produit de toutes les vertus du monde. Donc voilà, ça, je pense que c'est déjà un début de réflexion qui peut permettre de se poser les bonnes questions. Maintenant, puisque la science officiellement a du mal à se positionner, et je vais y revenir, on va partir sur certaines expériences. Par exemple, là, je vais lire quelques expériences. Par exemple, il y a alors, à propos d'une étude réalisée sur la nutrition et les comportements par deux chercheurs, Eger Carter en 1985 et le neurochirurgien Russell Blaylock, les deux déclarent, enfin, ils ont eu un consensus, ils se sont tombés d'accord sur l'idée que les réactions d'allergie alimentaire les plus courantes étaient, parce qu'ils avaient fait toutes sortes d'expériences, étaient démontrées avec le soja à 73%. Et pourtant, c'est la mode du soja dans ce pays, aux États-Unis, avec du lait de soja. Du soja par-ci, du soja par-là, en pensant qu'il aide à prévenir tout un tas de maladies. Ensuite, le lait de vache est un produit allergisant, provoque des réactions allergisantes à 64% et le chocolat à 59%. On voyait que le soja était largement au-dessus. Ces deux médecins affirment aussi que l'aliment le plus nocif, c'est le soja. On en nourrit les bébés, les mamans et tout le monde consomme ces produits contenant du soja. Beaucoup de gens ne savent pas que le soja est un allergène. Des millions de gens qui en consomment et pas forcément sous forme de lait. Ils mangent tout le soja qu'ils peuvent parce qu'on les a malheureusement induits en erreur en leur disant que cela prévenait du risque du cancer du sein et de la prostate, par exemple. Il n'y a aucune preuve de cela. Par contre, il y a des preuves que le soja fait grossir plus rapidement le cancer du sein. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, il y a aussi le docteur Talchaleur qui a préfacé un livre sur les problématiques du cancer. Et à l'époque, c'était une personne qui était une lanceuse d'alerte. C'était Corinne Gouget, qui avait aussi préfacé un livre important sur le soja. Ensuite, on peut s'intéresser au professeur Henri Joyeux, qui, dans un article du 2 avril 2009, a écrit « À l'âge adulte, il est donc préférable de consommer du lait végétal, mais pas de lait de soja avant la puberté ou en cas de risque de cancer du sein, car il présente un taux de phytohormones estrogènes en trop grand nombre. J'ai déjà eu le cas d'une patiente de 4 ans et demi qui avait la poitrine d'une adolescente de 14 ans. L'arrêt du lait de soja que lui donnait sa maman a suffi à régler le problème, le fait de supprimer le soja. » À la question suivante posée par écrit au professeur Joyer, c'est moi-même d'ailleurs qui lui avais écrit, quels sont d'après vous les aspects ou molécules du soja délétères pour la santé? Il m'a répondu, trop de phytohormones qui s'orientent vers les stimulations ovariennes ou testiculaires selon le sexe de l'enfant.
Chez les femmes en pré- ou post-ménopause, le soja peut être en cause dans les récidives de cancer du sein. Alors, avant d'aller plus loin, c'est quand même intéressant, c'est que on pourrait nous dire, mais vous savez, il n'y a pas que le soja qui contient des phytohormones, en l'occurrence l'estrogène. Le problème, c'est que le soja contient 200 fois plus d'estrogène que la majorité des plantes estrogène-like. Donc, alors, il ne s'agit pas d'estrogène en termes, c'est des phytoestrogènes, ce n'est pas les mêmes estrogènes que les estrogènes humaines. Simplement, l'organisme avec ses phytoestrogènes est capable de fabriquer des estrogènes. Il s'en sert comme matière première. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le soja, pourquoi cette plante aurait un taux d'estrogène plus élevé que la majorité des jeunes plantes estrogènes-like. Il faut savoir que toutes les plantes, lorsqu'elles rencontrent des prédateurs, elles se défendent. Et comment une plante peut se défendre d'un prédateur, entre guillemets, c'est un herbivore qui va la manger, eh bien, il peut émettre des molécules qui vont détruire, qui vont même tuer l'animal qui les mange. Par exemple, il y avait en été, je ne sais plus quel genre d'animaux, c'était un peu comme des girafes, c'est des animaux qui sont très hauts sur pattes et qui mangeaient toutes sortes de feuilles. Je sais plus, c'était de l'acacia. Mais il se trouve qu'un été, il faisait très sec et donc les acacias avaient du mal à renouveler leurs feuilles. Donc du coup, et puis parce qu'il manquait d'eau, donc ces herbivores sont venus manger beaucoup plus que d'habitude les feuilles d'acacia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'acacia s'est défendu? Je crois qu'il a augmenté une molécule qui s'appelle les terpènes, si je ne me trompe pas. Et cette concentration très forte de cette molécule dans le sang de ces animaux ont fait que ces animaux sont morts d'empoisonnement. Et l'intérêt pour la plante, c'est que puisque ces prédateurs, entre guillemets, venaient à mourir, eh bien, eux, ils sauvegardaient leur intégrité puisqu'ils n'avaient plus de prédateurs. Eh bien, le soja, il semblerait, a fait la même chose. Selon le docteur Claude Huck, le soja s'est doté de certains moyens pour lutter contre ses prédateurs naturels. Il constitue ainsi un contraceptif oral puissant, chargé de nombreuses toxines, ce qui fait que les prédateurs qui en mangent diminuent en nombre et en taille. Par exemple, on s'est aperçu que le soja avait un facteur d'agrégabilité plaquettaire, donc qui provoque la coagulation du sang, un facteur antithyroïdien, facteur anticroissance, un facteur antitrypsinogène qui entrave la bonne digestion des protéines, et on verra que c'est quelque chose de très important, un facteur antitrypsinogène toxique pour le pancréas et anticroissance. Il a une grande richesse en acide phytique qui inhibe l'absorption des minéraux et des oligo-éléments, en particulier le zinc, et il a une action stéatogène, dépôt d'acide gras au niveau hépatique. En fait, les animaux qui consomment beaucoup de soja, eh bien, ils subissent un contraceptif naturel et donc ils vont avoir moins de descendants et puis petit à petit, eux-mêmes vont avoir certains organes qui vont dégénérer et ils vont dépérir. Et donc, ce mode de fonctionnement d'une plante qui est souvent agressée, c'est quelque chose qui n'est pas inhabituel. Et ça peut décimer tous les animaux, tous les êtres humains qui en consomment. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et je vais en revenir au début de mon explication. C'est que certains médecins se sont aperçus que le soja, donc entre autres, le reproche qu'on lui fait, c'est de contenir énormément de phytoestrogènes qui provoquent une maturation sexuelle qui est beaucoup trop précoce. Et ce qui est intéressant, c'est que si ça se passe chez les animaux, est-ce que ça peut chez les êtres humains, est-ce que ça peut se passer aussi chez les animaux? Avant de vous citer une expérience très, très intéressante,
je voudrais rebondir sur une question. Oui, oui, alors ça, en ce qui concerne le professeur Joyer, je voulais citer. Alors, l'article qui a été prélevé sur un site qui s'appelle Agriculture et Environnement, voilà ce qu'il y avait marqué. Les premiers soupçons sérieux concernant le lien entre consommation de soja et baisse de fertilité remontent au début des années 90. Combien de temps il nous reste? 10 minutes. Oh là là, il faut aller vite alors. En 1991, Richard et Valérie James, éleveurs d'oiseaux exotiques, se sont aperçus que, parce qu'ils avaient donné une nouvelle marque d'aliments pour leurs oiseaux, essentiellement à base de protéines de soja, eh bien, les volatiles prenaient leur couleur après quelques semaines, alors qu'habituellement, il faut attendre la maturité sexuelle, soit entre 9 et 24 mois. Cette précocité constituait d'ailleurs l'un des arguments de vente du fabricant qui ont montré dans une publicité un crime rossella, un petit oiseau foncé de 11 semaines, déjà brillamment coloré, alors que ce perroquet australien prend normalement ses couleurs entre 18 et 24 mois. Malheureusement, les années suivantes, non seulement les oiseaux du couple d'éleveurs connaissaient une baisse de fertilité, mais leurs petits présentent des malformations du bec et des os, ainsi que des goitres. Par ailleurs, ils sont atteints de troubles du système immunitaire et ont un comportement pathologiquement agressif. L'autopsie révèle une désintégration complète du tube digestif. La famille James fait appel à un toxicologue, le docteur Mike Fitzpatrick, qui apporte les preuves que les troubles observés, en particulier les perturbations de la fertilité, sont imputables à la consommation de soja, s'appuyant sur des études des années 50 qui avaient démontré que la génistéine provoquait des perturbations hormonales chez les animaux. Le docteur a analysé ces aliments pour oiseaux. Sans surprise, il découvre qu'ils présentent une teneur élevée en génistéine. Le couple d'éleveurs cesse de donner les aliments suspects à ces oiseaux et progressivement, ceux-ci retrouvent des cycles de reproduction et de comportements normaux. Et j'ai interrogé par téléphone le naturopathe Robert Masson pour qu'il me donne son avis. Il m'a expliqué que parmi ses 60 années d'expérience, c'est pas rien, eh bien, il avait constaté que il m'a dit, voici mes observations en ce qui concerne la consommation de soja. J'ai vu de nombreux cas où des femmes étaient atteintes de kystes de l'ovaire et de mastose. Ces femmes étaient de grandes consommatrices de lait de soja, de yaourt ou soja et de crème de soja. J'avais un suivi régulier avec ces personnes et l'arrêt de la consommation de ces produits ou soja a entraîné la disparition totale de tous ces maux sans aucun autre traitement ou réglage alimentaire. Dans d'autres cas, cela ne suffisait pas, mais c'était d'autres causes qui étaient en jeu. Il dit aussi, j'ai rencontré un garçon de 17 ans qui avait un pénis de 3 cm ou un micro-pénis. Il n'a jamais pu se marier. Papa et maman étaient parfaitement constitués. J'ai appris que cet enfant avait été nourri la première année de sa vie au lait de soja. Et puis, il me dit, le cas le plus frappant et le plus extraordinaire que j'ai vu à propos du soja dans toute ma carrière, et le suivant, il s'agissait d'une famille. Il y avait 3 filles que j'ai rencontrées séparément à l'époque où chacune d'elles a traversé l'adolescence. Toutes ces filles étaient en bonne santé, sauf l'une d'elles qui, à l'âge de 11 ans, présentait des kystes de l'ovaire. Or, c'est la seule parmi les 3 filles qui, en raison d'une allergie au lait de vache, avait été nourrie la première année de sa vie, quasiment uniquement au lait de soja. Pour moi, c'est totalement symptomatique. Alors après, on pourra toujours me dire, oui, oui, mais ceci, oui, oui, mais cela, vous n'avez pas de preuves scientifiques, ceci, cela. C'est quand même des commencements de preuves quand on voit que chaque fois que la consommation de soja est importante, eh bien, on se retrouve avec des problèmes gravissimes. Et il explique aussi qu'il a trouvé des personnes avec… Voilà, je n'ai pas constaté que cela. J'ai vu de nombreuses personnes ayant des troubles digestifs gravissimes, des mauvaises digestions chroniques entraînant des épuisements et parfois des céphalées très importants. Et en fait, c'est tout à fait normal quand on comprend comment fonctionne le soja, puisqu'il contient un facteur qui s'appelle antitrypsinogène. La trypsine est un acide aminé qui contribue à la bonne digestion des protéines. Et lorsqu'il n'y a plus cette trypsine, puisqu'il y a un facteur antitrypsine dans le soja, la digestion des protéines ne se fait pas. Donc, malgré qu'on consomme des protéines, on est carencé en acides aminés et la carence d'acides aminés peut avoir des conséquences gravissimes, le système immunitaire, le système digestif, puisqu'il y a manque de sucre digestif, etc. Donc, il précise, tous ces signes
dans ces cas précis, se sont amendés avec la suppression totale du soja. Je pense que cela est vraisemblablement dû au fait que le soja cru des yaourts de soja contient des inhibiteurs d'enzymes qui bloquent la fonction de la trypsine et autres enzymes. Voilà. Et j'ai d'autres expériences comme ça, mais comme il ne reste plus que combien de minutes? 5-6 minutes. Voilà, donc je vais plus trop citer. Ah oui, je vais juste citer une personne importante qui est Bérangère Arnald Schoenbelen, qui est gynécologue, responsable du DU de phytothérapie, faculté de médecine Paris 13e. Elle a écrit la plante la plus étudiée à ce jour est le soja, glycine soja. L'interprétation de certaines données épidémiologiques a pu faire penser et publier que les femmes japonaises qui consommaient du soja depuis leur petite enfance présentaient de ce fait uniquement moins de cancer du sein. Un pas facile avait été franchi, informant le grand public d'une soi-disant protection par rapport au cancer du sein, de leur innocuité chez une femme présentant un cancer gynécologique hormonodépendant, etc. Nous avons été les premiers informés par voie de presse la nécessité absolue d'observer pour les traitements hormonophytothérapie, TPS, les mêmes contre-indications que les THS, traitements hormonosubstitutifs, c'est-à-dire les cancers gynécologiques hormonodépendants du sein et l'endomètre et les accidents thromboemboliques, contrairement à ce que soutenaient les laboratoires leaders d'opinion qui faisaient la promotion du soja. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et ça va être ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, pour une personne qui est un petit peu désabusée de voir des travaux scientifiques et des scientifiques qui affirment que le soja est plein de vertus, il n'a aucun effet négatif, quand, quand des personnes lambda, quand des scientifiques, parce qu'ils sont médecins, ou quand des professionnels de la santé, qui soient naturopathes, hygiénistes, grâce à leur expérience sur des centaines, voire des milliers de personnes, voient de manière récurrente que le fait de retirer le soja dans certains cas permet de neutraliser bien des effets qui sont graves dans certains cas, eh bien, ça pose question. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à un moment donné, il faut arrêter. Moi, à un moment donné, je discutais avec un scientifique ou un pseudo-scientifique, un jeune qui m'étonnait parce qu'il faisait du matin au soir la promotion du soja. D'ailleurs, il a essayé de me mettre en difficulté à plusieurs reprises. Et quand je lui demande, il me critiquait sur son forum. Et lorsque j'essayais de demander un droit de réponse, il me le refusait. Et en fait, il me le refusait parce que pour lui, c'était facile. Il était le seul à intervenir sur son forum. Et les personnes comme moi, il les éliminait pour avoir qu'un son de cloche. Et après, il s'est permis de dénigrer mon article et il m'a empêché de réagir parce qu'il savait très bien que j'allais le remettre en cause sur ses sources pseudo-scientifiques. Bon, toujours est-il que, à part ce genre de personne, et pour moi, c'était évident que c'était une personne qui me semblait avoir des intérêts économiques à promouvoir le soja. D'ailleurs, il n'était pas naturopathe, il s'est déclaré naturopathe, puis après, il a fait une formation pour pouvoir avoir du crédit auprès du public. Et puis, je ne sais pas pourquoi, constamment, son site était là pour défendre le soja. On peut se poser des questions sur l'intégrité de ce monsieur. Et en tout cas, je ne veux pas m'intéresser à cette personne, d'ailleurs, que je nommerai pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand on veut promouvoir un produit, on prend tous les articles qui sont favorables et puis tous les autres, on les élimine un par un, soigneusement. Et après, ce qui est grave, c'est qu'on met en danger la santé des consommateurs. Alors moi, je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas Monsieur Darche a raison, ou le professeur Joyeux a raison, ou le professeur ou Robert Masson a raison. Je vous propose à chacun d'être vigilant. Et si à un moment donné, vous ou votre famille ou un de vos proches a des symptômes et c'est des symptômes qui sont imputables potentiellement au soja, je vous encourage vraiment à leur demander d'éliminer tous les produits au soja et ensuite de voir, d'expérimenter si il y a des bienfaits ou pas. Et s'il y a des bienfaits, je vous conseille de prendre le soja et d'arrêter, dire tout mettre à la poubelle. Oui, dans certains cas, c'est le mieux. Et en fait, ce n'est ni moi, ni un scientifique, même bardé de diplômes, qui pourra vous dire ce que vous devez faire.
c'est votre propre expérience. Si votre expérience vous prouve que le soja est nocif pour vous et vos proches, eh bien, malgré tout ce qu'on peut vous dire, arrêtez d'en consommer parce qu'en effet, dans certains cas, ça peut être très grave, voire favoriser certains cancers. Alors, voilà, je ne sais pas si tu as des questions à poser, il reste très peu de temps. Oui, il reste très peu de temps. Bah, après, ton sujet était très intéressant. C'est vrai Vas-y. que, oui. Combien de temps il reste? 1 ou 2 minutes? Non, il reste, oui, 4 minutes à peu près. Alors, vas-y, si Oui, tu as une question, je vas-y. voulais dire, ouais, ton sujet est très intéressant. C'est vrai que ouais, on est un peu confronté à entendre que oui, chez les japonaises, ça leur a fait du bien. Bon, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Et puis dans les magasins bio ou autres magasins, on en trouve de plus en plus du soja parce que tu as parlé du lait, du yaourt, mais est-ce que je pense qu'il y a le tofu, toutes les protéines de soja qui Alors voilà, c'est bien que tu mettes l'accent là-dessus. Les Asiatiques consomment essentiellement du soja fermenté. Lorsque le soja est fermenté ou très cuit, les effets négatifs du soja ont été pour une bonne part neutralisés par la chaleur. Le problème, c'est que les yaourts, les produits laitiers à base de soja, c'est du lait cru de soja et il contient donc tous les facteurs délétères à la santé. donc Donc c'est voilà le problème. Et puis d'ailleurs, si on consommait du soja lactofermenté ou cuit du matin au soir, en grosse quantité, peut-être qu'on aurait moins d'effets délétères liés à la composition du soja, mais un produit lactofermenté n'est pas un produit qui est dénué de problèmes parce que les produits ouais, lactofermentés ont tendance à acidifier l'organisme lorsqu'on en consomme trop. Et les produits trop cuits, eh ben, les protéines, à force de les cuire, on peut les altérer. Donc, un aliment cuit, même des œufs ou n'importe quoi, s'il est trop cuit, c'est pas bon. Donc, tous ces produits trop cuits ou surcuits ou qui ont subi la fermentation, à consommer modérément de par leur mode de cuisson. Après, en effet, ils sont plus consommables, entre guillemets, que les soja crus. Et les Japonais ont tendance plutôt à consommer des produits lactofermentés, tels que le fameux le shoyu, là, comment ça s'appelle? ouais, enfin, ouais. Voilà. D'accord. Donc, Donc est-ce que tu as d'autres questions? non, mais ça, je voulais savoir déjà ça, la différence. Et du coup, ben, c'est quand même, il y a aussi la quantité aussi peut-être de. Oui, alors oui, la quantité, mais moi je pense que le soja étant un produit à risque, les adolescents ne devraient pas en consommer parce que ça peut perturber très facilement leur cycle hormonal, les adolescents ou les adolescentes, puisque ça peut provoquer des micropénis chez les jeunes enfants, jeunes garçons, et chez les adultes à consommer très modérément parce que ça peut aussi entraîner des problèmes sur le plan digestif. Quand euh, ce n'est pas hormonal, ça peut être sur le plan digestif, puisque ça inhibe la trypsine. Donc voilà, je crois que c'est un produit qui est polémique. Les polémiques sont des discussions théoriques. Et quand on a passé la théorie, il faut expérimenter. Et mm, quand on expérimente des choses qui sont délétères pour la santé, eh bien, malgré les beaux discours de Pierre-Paul Jacques, il faut savoir arrêter pour préserver sa santé et la santé de ses proches. mm. Voilà. En tout cas, c'est merci en tout cas de nous avoir ben, faire poser des questions. J'espère que les gens vont réfléchir de Oui. leur consommation et si vraiment, comme tu disais, ils ont des questions ou des troubles, ben, de s'orienter vers un thérapeute pour en parler peut-être. Voilà, un thérapeute qui soit ouvert d'esprit, parce que si c'est un thérapeute pro-soja, ça va poser un Oui. problème. Ouais. Bon. Et bon, Voilà, réfléchir à ce qu'on mange et prendre conscience aussi. voilà. Eh Sinon. bien, merci Sandrine, Non, mais à merci à bientôt. toi de Et nous. puis, je rappelle, oui, Je dis merci à toi de nous ouvrir aussi les yeux et de qu'on fasse que les gens puissent réfléchir d'eux-mêmes à ce qu'ils consomment pour. il reste encore 1 minute peut-être. Ouais, 1 minute, voilà. Je Eh voulais bien, je conclurai que toutes ces informations que je donne depuis des années, alors avec toi, c'est depuis quelques mois, mais ça fait plusieurs années que j'écris des livres, que je fais des vidéos. En fait, toutes ces informations, on peut les développer aussi on peut les développer dans le cadre de vidéos, de livres, de conférences, mais aussi dans le cadre de formations, telles que la formation que je propose de naturopathe hygiéniste, qui est une formation
très pointue sur le plan scientifique, Mm. mais qui a gardé les bases de la naturopathie et de l'hygiénisme, bien sûr. Et cette école s'appelle UNED. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter le 09 50 24 05 34 ou le 06 40 11 21 30. Et on se fera plaisir de vous renseigner sur cette formation si cela venait à vous intéresser. À bientôt Et et à à la prochaine bientôt et vidéo. merci pour ça. Merci. À bientôt, au revoir.